hein, qui date des années, hop là. Ah, Ouais, non, pas de problème. Donc en France, on a des expérimentations, hein, qui datent depuis les années 2000. On parle de professions intermédiaires et du besoin de créer ces professions-là entre les professions paramédicales et les professions médicales, depuis notamment les deux rapports du professeur Yvon Berland en 2002 et 2006. En 2009, avec la loi HPST de Roselyne Bachelot, il y a la création de ce qu'on appelle dans le jargon les articles 51, les protocoles de coopération, qui permettent des délégations d'actes médicaux à du personnel paramédical. Dans la même idée, c'est que les lois, les formations en 2009 intègrent l'université. On parle d'universitarisation des professions de santé. Et donc, du coup, vous avez dû en entendre parler autour de vous. Il y a eu un nouveau référentiel, une association des instituts de formation en soins infirmiers avec les universités. Et donc, dans la suite logique, à la fin de cette première année universitaire, donc en 2012, hein, de la promotion 2009-2012, dont j'ai eu la chance de faire partie, il y a eu la création de deux masters en sciences cliniques, l'un à l'université de Marseille et l'autre à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, des masters qui ont du coup été précurseur de la pratique avancée qui arrive dans la législation française avec la loi de modernisation du système de santé de Marisol Touraine, avec l'article 119 si vous voulez aller le lire. L'idée, c'était que la pratique avancée puisse exister dans la législation, mais après, il y a eu 2 ans avant d'avoir les premiers décrets pour mettre en place la formation, savoir dans quel cadre les IPA vont pouvoir exercer et quelles sont les compétences attendues. Pour ces IPA-là. Donc, je vous ai mis les 3 années, hein, 2018, 2019 et 2021, puisque c'est les 3 années où il y a eu des décrets qui ont ajouté des mentions à l'exercice en pratique avancée pour les infirmiers. Pour le moment, seuls les infirmiers sont concernés par la pratique avancée, mais la loi ne stipule pas que c'est seulement pour les infirmiers, puisque la pratique avancée est ouverte à l'ensemble des auxiliaires médicaux, donc livre 3, si je me trompe pas, du Code de la santé publique, et des réflexions sont en cours pour d'autres professions actuellement. La formation, elle est universitaire. Elle se déroule sur 2 ans. Elle confère un grade master. C'est une formation qui est à la fois théorique et pratique. Je vais pas vous lister l'ensemble des enseignements, vous l'avez sous les yeux, mais il y a à la fois des compétences cliniques et donc avec du coup des cours, hein, de la fac de médecine pour avoir des connaissances plus, enfin, approfondies et améliorer nos compétences en termes de clinique, mais aussi des méthodologies de travail, de la science infirmière, de la recherche, la notion de parcours de santé qui est importante en 2e année et des stages qui sont au minimum dans les textes de 6 mois, mais l'on voit certaines universités qui proposent des stages plus longs. Le rôle où on aurait dû mettre les rôles de l'infirmier en pratique avancée, donc ils sont définis hein, par divers auteurs. La plus connue, c'est Amric. Et le modèle français est un modèle hybride parce que on va pas rentrer dans les détails ce soir, hein, mais il y a deux types d'infirmiers. Vous avez pu entendre parler des infirmières cliniciennes et des infirmières praticiennes. D'ailleurs, dans l'actualité française, on se demande si la création
d'infirmière praticienne ne serait pas une bonne idée. En tout cas, pour le moment, il y a un système hybride puisque autant les compétences cliniques que les compétences pratiques sont intégrées à la pratique avancée infirmière en France. Et donc, comme vous le voyez sur ce schéma qui est un petit peu flou, la compétence centrale reste la pratique directe auprès du patient et des usagers. Et il y a diverses compétences, donc de consultation, mais aussi de recherche, de leadership clinique, de collaboration avec l'équipe, de prise de décision éthique et d'expertise et d'accompagnement, de guidance et de coaching des équipes. Les différents champs d'intervention, je vous en ai parlé, ils sont à l'heure actuelle au nombre de 5. Les pathologies chroniques stabilisées et polypathologies courantes en soins primaires, qui est la grande majorité de notre profession à l'heure actuelle, qui s'organise autour de pathologies définies par le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, il y a le diabète, l'hypertension, enfin tout un tas de pathologies, AVC. Vous pourrez aller voir il me semble qu'il y en a 15 de mémoire comme ça, mais peut-être que vous me contredirez les collègues. L'oncologie, hématologie, oncologie, la maladie rénale chronique et les dialyses et transplantation rénale. Ce qui nous concerne ce soir, essentiellement, c'est la santé mentale et la psychiatrie, qui est arrivée un an plus tard. Et la nouvelle, elle est arrivée en 2021. Donc, bon, en tout cas, les premiers professionnels arrivent dans les services d'urgence. Euh, on est amené aussi à rencontrer dans le parcours. Comment est-ce que et ce sera ma dernière slide et on va parler du concret par la suite. Comment est-ce que l'organisation des soins se fait? Alors, il y a un protocole d'organisation qui est signé en fait entre le médecin et l'infirmier en pratique avancée. C'est une forme de contrat sur lequel on peut s'appuyer sur comment est-ce qu'on s'organise entre nous, quelle est la population cible des consultations IPA, comment est-ce que les personnes peuvent se référer au médecin, quelles sont les réunions de concertation pluriprofessionnelle qui peuvent être organisées dans le service. Enfin bref, tout ce qui est opérationnel sur la prise en charge euh, par l'IPA est décrite, enfin tout ce qui est décrit dans ce protocole d'organisation-là. Donc, le médecin oriente le patient vers un suivi IPA. Bien sûr que le consentement est requis. Alors c'est un consentement oral, hein. On n'est pas dans l'idée d'être inclus dans un dispositif de recherche avec tout un tas de papiers à signer. C'est plutôt voilà, le médecin qui présente la possibilité d'être suivi par un IPA et si le patient ou la personne soignée souhaite en effet bénéficier de ces consultations-là, il peut accepter ou refuser sans souci les soins. L'IPA derrière organise le suivi du patient par le biais d'entretiens qui sont construits autour de deux domaines, hein, à la fois très cliniques et donc praticiens, dirons-nous. Et donc à ce moment-là, l'IPA peut bien sûr renouveler les traitements et adapter l'ordonnance en fonction de l'état clinique de la personne. Dans adaptation de l'ordonnance, on entend adaptation des posologies des traitements et pas de primo, ce qu'on appelle la primo-prescription, hein, de changer de traitement, et prescrire également les différents examens et actes dans le cadre du suivi.
Ça, c'est pour le côté un peu, praticien et clinique, et il y a, tout le champ des sciences infirmières, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui est autour de, l'éducation thérapeutique, la psychoéducation, la co-construction des objectifs de soins, la relation de partenariat entre, la personne soignée et le patient et son environnement. Et c'est cet ensemble-là, qui fait, aujourd'hui, la pratique, avancée. J'en ai fini avec, mon hop, je crois même, je sais pas comment décocher le truc pour revenir à, si je le ferme. Sur la enfin, en tout cas, j'en ai fini avec la présentation de la pratique avancée, en général. Je sais pas si, s'il y a déjà des questions Moi, dans j'aurais la salle? simplement peut-être Oui, complété deux, trois petites choses qu'on avait échangées. Effectivement, pour moi, c'est aussi important de dire que les IPA sont sanctionnés par un diplôme d'État qui fait un grade master, mais c'est surtout un diplôme d'État qui en fait une profession réglementée par décret avec des actes stipulés, autorisés, qu'on est autorisé à pratiquer. Et la deuxième chose sur la pratique clinique, c'est aussi que l'IPA est formé à l'examen clinique somatique et du coup qu'il peut pratiquer dans ses consultations. Et c'est pas inintéressant en psychiatrie. On en parlera peut-être plus tard, mais voilà le lien que peut faire l'IPA en psychiatrie avec pour des populations qui parfois n'accèdent que peu à la médecine générale parce que ils sont voilà ils y vont moins ou ils n'ont pas forcément de médecin traitant. Donc, en tout cas, on sait que nos traitements sont pourvoyeurs des pathologies somatiques, d'aggravation de ces pathologies. Et donc, par ce biais-là, l'IPA peut aussi être dans la coordination du soin avec la médecine générale et c'est pour moi assez important pour beaucoup de nos patients. je sais pas si Cathy, tu as quelque chose à rajouter par rapport à la présentation générale? Moi, je trouve que tu as très bien présenté, Romain, et on a très bien compris que, au final, il n'y a pas un IPA, mais il y a des IPA avec des missions bien diverses possibles. Et c'est vrai que c'est en ce sens-là où ça peut être intéressant maintenant qu'on puisse dire en fait ce qu'on fait au quotidien. Et voilà. Mais merci pour ta présentation parce que c'est très clair en tous les cas. Je crois que merci beaucoup pour cette présentation. Jennifer a précisé donc dans le chat qu'il ne fallait pas hésiter en effet à écrire vos questions, puisque l'idée de cette rencontre, c'est comme son nom l'indique, qu'on puisse tous échanger. Il y a déjà une première question de Sandra qui demande si le médecin est-il obligatoirement un psychiatre. Elle précise qu'elle travaille en addictologie dans un établissement médico-social et les psychiatres sont rares. Mmh. Ce sont pour la plupart des médecins généralistes avec une capacité en addictologie. Armand Régnier a Mm. précisé oui, psychiatre, mais peut-être que si l'un ou l'une d'entre vous a des précisions là-dessus. Je peux compléter. Alors, dans le cadre de la mention psychiatrie et santé mentale, les IPA doivent être obligatoirement, signataires d'un protocole d'organisation avec un psychiatre. C'est une évolution qui a été demandée, hein, par les représentants, hein, de différentes, professions, dont les IPA, et c'est quelque chose qui devrait être corrigé. J'ai eu l'information la semaine dernière dans un colloque, IPA neurologie, parce que eux aussi ont des choses à adapter dans le décret. Et en fait, il va y avoir un nouveau décret avec quelques adaptations, dont, pour la dictologie et les médecins généralistes, qui devraient sortir dans l'année. Nous on nous voilà, pas plus d'infos. Pour, pour compléter, il y a quelques collègues là sur Nantes. Enfin, on a une collègue qui a un projet pour travailler en addictologie. Et effectivement, alors elle peut travailler en addictologie, mais pour renouveler les traitements notamment, elle est obligée d'avoir avec elle un psychiatre addictologue. Voilà. Mm.
Bonsoir. Est-ce que je pourrais juste faire une précision? Oui, bien sûr. Je me présente, moi je suis Armand Régnier, je suis IPA en santé mentale dans le département du 04 et je suis aussi président de l'association IPA PACA Corse. Et en fait, c'était juste par rapport à ce fameux protocole d'organisation, effectivement, qui est peut-être même voué à disparaître à très court terme. Je ne sais pas si après on en reparlera, mais par rapport à la loi Stéphanie Rist, qui normalement donne l'accès direct aux IPA et s'il y a accès direct, normalement plus de protocole d'organisation. Donc, ça pourrait, en tout cas pour les gens qui veulent faire de la dicto et qui n'y a que des généralistes, si on peut avoir cet accès direct avec la primo-prescription, ça pourrait un peu améliorer ce parcours parce que c'est très compliqué actuellement, quoi. Est-ce que je peux me C'est une permettre question. aussi d'intervenir? Ouais, c'est juste pour compléter, c'est une question que ça, c'est une réponse que j'essaye d'avoir depuis un moment. Je suis en première année déjà à l'université de Nantes avec Clarence qui va prendre la parole. Voilà, donc merci de m'avoir répondu. Ma question, du coup, Armand y a répondu aussi. Hein, on est très au fait, on suit beaucoup l'avancement de cette loi Arist. Moi, j'ai eu des propositions, mais pas de médecins addictologues, de médecins généralistes, en fait, qui voudraient travailler avec des IPA, PSM en MSP. Donc, je vais effectuer un stage, puisque notre premier stage est quand même plus sur la clinique, et je vais travailler avec lui. Et alors, il n'est pas du tout inquiet, mais moi, je vais quand même expliquer que pour l'instant, ça ne va pas être possible. Mais je trouve ça hyper intéressant aussi, de travailler directement dans les soins primaires. Ben, Clarence, bonjour. Bonjour, Ouais, on va se rencontrer bientôt, je pense. En fait, l'idée, c'est que si tu travailles avec ce médecin généraliste, en fait, tu peux travailler dans le cadre de consultations avancées, par exemple. Tu vois, mais en aucun cas tu pourras faire de suivi, hein. Mais voilà. Après, faudra voir comment les choses peuvent être organisées, ouais. Je pense que Noël Pompuy voulait poser une question. Je l'autorise. C'est elle la réponse, c'est pas moi. Elle utilise mon identité. Noël, je t'autorise à Je suis arrivé parler. en retard, donc je suis vraiment désolé, Noël Pompuy. Donc je suis pédopsychiatre et président d'initiative psychiatrie en retard. Merci pour cette présentation. Alors moi, j'ai des questions et des commentaires parce que dans mon hôpital, donc je suis président de CME également dans un hôpital psychiatrique, Villévrard, pour ne pas le citer, en Seine-Saint-Denis. Et je travaille avec la direction des soins sur justement comment mettre en œuvre et faire venir plus d'IPA dans les services. Et ce qui me pose un gros problème, c'est que les IPA et leur insertion sont des démarches personnelles et non pas des démarches institutionnelles. Je vais m'expliquer. J'ai été amené à rencontrer une IPA pour la soutenir en tant que président de la CME dans son projet, face à un chef de pôle qui voulait qu'elle soit cantonnée à renouveler des prescriptions en intra-hospitalier sur un mi-temps, et puis le reste du temps, il ne savait pas trop ce qu'il allait faire d'elle. Et vraiment, je trouve que là, il y a un positionnement, on retombe un peu sur la problématique du trépied de l'hôpital, qui est les administratifs, les soignants en particulier, le corps infirmier et les médecins, où parfois, il y a quand même une non-valorisation de cette pratique infirmière. Et je trouve que ça s'est beaucoup ressenti avec la disparition des ISP, l'infirmier spécialisé en psychiatrie. Moi, j'ai pas mal milité pour qu'il y ait un DE d'infirmiers spécialisés comme les IAD ou les IBOD, avec une valorisation salariale qui soit conséquente, parce que quand même les IPA, je trouve que la valorisation du travail que vous faites, de la formation, franchement, c'est honteux. Voilà, ça c'est mon sentiment. Et puis aussi, quelque part, d'une mission, ça avait été un peu critiqué, de un peu auxiliaires médicaux ou pseudo-médecins. D'ailleurs, la formation a été, quand il a présenté, il a dit auxiliaire médical. Quelque part, on n'a pas réfléchi. Il y a quand même en Angleterre, il y a des nurse thérapeutes, c'est-à-dire des infirmiers thérapeutes. Il y a des infirmiers de prévention. Et donc, je trouve intéressant cette réflexion sur la santé mentale en MSP, pour le repérage des troubles mentaux et leur prise en charge précoce, qui finalement serait une valorisation du travail infirmier, une mission que ne font pas les médecins. Et puis aussi peut-être de réfléchir à la valorisation des infirmiers de coordination, qui est une mission qu'un médecin ne sait pas faire. Les médecins ne savent pas coordonner des parcours. Et les infirmiers qui ont cette connaissance clinique très fine aussi,
Et finalement, je trouve quelque part, alors ne prenez pas mal, hein, mais je trouve que vous mettre dans des fonctions de remplacement des médecins, je n'arrive pas, enfin voilà, moi quelque part, et c'est même comme ça que des médecins le voient, enfin, je n'arrive pas à comprendre ça, et je trouve qu'on pourrait valoriser encore plus un autre métier infirmier. Donc voilà, c'est un peu une réaction avec plein de questions dedans, vous l'aurez bien compris, mais j'avais envie de vous entendre sur ces différents sujets. IPA peut-être dans prévention, parcours, psychothérapie plutôt que pratique, voilà, et pas que auxiliaire médical, et plutôt projet institutionnel plutôt que projet, alors personnel c'est important, mais si ce n'est pas porté par l'institution, il y a un sous-emploi voilà. J'arrête, je laisse la parole. Juste, je me permets d'intervenir. Peut-être qu'avant de répondre à tes questions, Noël, il serait peut-être intéressant que Virginie, Romain et Cathy présentent de là où ils exercent en fait pour que pour que c'est vraiment du sens et que ce soit. Bien sûr. Donc, comment on ouvrait sur les questions, je me suis dit, allez, je me lance, mais on peut les garder plus tard, ce débat-là. Non, là, j'ai plus, pourquoi pas, là, mais c'est plus que je trouve que ça va prendre peut-être plus son sens si on sait, si on connaît mieux vos terrains d'exercice, en fait. Et après, effectivement, parce que je pense que tu soulèves des questions qui font forte polémique, hein, on peut le voir sur les réseaux, en tout cas, et c'est important de les aborder, et je pense que ça va certainement faire partie, de toute façon, des questions que nous, on avait posées en amont concernant les freins d'exercice. Et il faudra aussi aborder la question des ressources à l'exercice. Mais ouais, je propose qu'on vous écoute tous les trois sur vos terrains d'exercice, en fait. Merci. Vous voulez que je commence? Alors du coup, moi, c'est un peu particulier, c'est que ça va être d'ailleurs évoqué directement comme un frein, c'est que le psychiatre avec qui le projet de départ a été fait a quitté notre établissement 3 ou 4 mois après mon diplôme. Donc du coup, il avait été prévu, et c'est ce qu'on a fait au départ, que je participe à une consultation spécialisée dans les troubles de l'humeur, parce qu'on était un service spécialisé. Donc on ouvrait une consultation à destination de la médecine générale et des psychiatres de l'établissement également, dans les CMP par exemple, qui ont des errances diagnostiques ou qui voulaient un avis un peu plus pointu au niveau d'un traitement, particulièrement la bipolarité résistante, en tout cas, voilà, à minima, puisqu'on est un service de CT également. Donc, du coup, cette consultation a très bien fonctionné, avec rapidement beaucoup de demandes. Donc, on s'organisait, on faisait une première primo-consultation psychiatre IPA. Parfois, je recevais le patient une fois avant pour faire un recueil de données un peu plus exhaustif, une anamnèse un peu plus précise, pour que le médecin qui n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à cette consultation ait déjà des éléments en amont. Et suite à cette consultation, donc, une proposition était, voilà, un diagnostic, ou en tout cas une préconisation thérapeutique pouvait être faite par le psychiatre, et suivant ce qu'elle l'était, il proposait aux patients d'être suivis par moi, du coup, pour suivre un peu instaurer un nouveau traitement. Alors souvent, c'était du lithium, de la lamotrigine, des traitements qui nécessitent une surveillance accrue les premières semaines, et des examens biologiques réguliers. Et voilà, donc on avait fait un protocole avec un retour de mes observations un peu constant au médecin, puisque je travaille avec lui tous les jours. Voilà. Et si besoin, il revoyait le patient dans un délai très rapide. Et c'était surtout le lieu, au-delà de ça, de faire tout ce qu'on aime, nous, en faire en tant qu'infirmier, c'est-à-dire l'éducation, la psychoéducation, qu'est-ce que c'est le trouble bipolaire, de faire des plans de prévention partagés avec nos patients, voilà, puisqu'on voit quand même des patients plutôt stables, hein, ne sont pas forcément tous en phase aiguë quand on nous les adresse. Donc voilà, c'était très intéressant, et puis ça a dû s'arrêter. Donc il a fallu faire un autre projet. Comme vous disiez,
depuis, mon but était de ne pas me retrouver dans un CMP à ne devoir renouveler que des ordonnances parce que les CMP sont débordés, hein, on le sait tous, voilà, et du coup de perdre toute cette partie évaluation, orientation qui me plaisait aussi dans ce métier-là. Du coup, on a réussi à trouver autre chose. Il a fallu que je change de pôle. Et puis, du coup, maintenant, je vais, depuis une semaine, participer au dispositif d'entrée des patients dans le CMP du pôle centre, donc qui est le plus gros pôle de notre ville, parce qu'il y a un dispositif un peu particulier, vu qu'il y a beaucoup de patients et peu de praticiens, on est obligé de proposer des choses. Donc, il devrait être mis en place des consultations avancées, du coup, dans les cabinets de soins par le biais des MSP ou des CPTS, où je me rendrai pour rencontrer des patients adressés par les médecins généralistes, soit en crise, donc pour voir si la crise peut être gérée à distance dans le cabinet, par plusieurs rendez-vous, hein, ou alors participer en tout cas à la détection précoce des troubles au-delà des patients en crise. Les médecins généralistes font part que parfois ils ont des patients pour lesquels ils ont des interrogations ou en tout cas sont pas très sûrs du diagnostic ou se demandent s'il n'y a pas un trouble psychiatrique plus sévère. Et du coup, c'est le moyen aussi de participer à la détection précoce des troubles, qui est un des enjeux majeurs, à mon sens, de la psychiatrie aussi. La détection avec 10 ans de retard d'un trouble de l'humeur est impactante sur la vie et la qualité de vie des patients. La suite. Voilà, donc le suivi, pareil, hein, on a un peu la latitude, enfin j'ai la latitude de le programmer suivant l'observation clinique que je peux faire quand je rencontre le patient. Et puis, sinon, au CMP même, on m'adresse également des patients pour lesquels il y a soit une instauration de traitement particulière qu'il faut surveiller, comme on l'a dit tout à l'heure, ou alors pour participer à diminuer justement les traitements, et notamment les anxiolytiques, qui est aussi un gros enjeu de la psychiatrie. Donc, voilà, d'essayer de travailler sur le moins de traitements et la dose minimale efficace. Et pour ce qui est des autres activités transversales, je coordonne depuis quelques mois maintenant, le dispositif du tutorat des nouveaux infirmiers en tri, qui est un dispositif qui existe géré par l'ARS uniquement en région Rhône-Alpes-Auvergne. Ça n'existe plus ailleurs, même s'il y a d'autres modalités de tutorat ailleurs. En tout cas, l'ARS, qui est partie prenante, guide bien les pratiques. Donc, je fais également de la formation à l'intérieur de mon établissement. J'ai participé à la construction d'un projet d'accueil des nouveaux infirmiers, comment on accueille, comment on essaie d'être accueillant et d'intégrer pour que les personnels ne fuient pas rapidement l'établissement et d'essayer de pérenniser le personnel. Ensuite, une veille documentaire aussi qu'on essaie de mettre en place. Alors là, on a le soutien du président de la CME aussi qui est partie prenante là-dedans. Donc là, ça réunit médecins et IPA, j'allais dire, c'est plutôt bien. Et là, on est en train de réfléchir peut-être aussi à faire, ça existe déjà dans des établissements, je sais qu'au Vinati, ils le font, à réunir des infirmiers une fois tous les trimestres, par exemple, pour faire de la lecture critique d'articles ou alors partager des documents importants sur la recherche actuelle. Voilà un peu les activités la répartition, c'est un jour et demi de pratique transversale et le reste en pratique clinique directe. Voilà pour moi. Je ne sais pas si j'ai été claire ou si vous avez... Merci beaucoup. Peut-être que Cathy ou Romain. Oui. Je laisse Cathy parler, j'ai déjà assez parlé.
Je veux bien poursuivre, effectivement. Alors moi, je suis la première promotion. Donc, quand je suis arrivée dans l'institution, j'ai envie de dire que personne connaissait les IPA. Et puis, même nous, d'ailleurs, on ne savait pas trop. Hein, on était en construction. Mais très vite, l'institution et nous-mêmes, on s'est dit, OK, je suis d'accord avec vous, on ne va pas faire que du renouvellement d'ordonnance. Ce n'est pas notre mission. Donc, tout le monde a été très vigilant par rapport à ça, ce qui fait que dans la semaine, voilà, j'ai 3 jours en fait de consultation sur un centre médico-psychologique. Je dirais que les orientations des médecins vers l'IPA, alors il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être soit du suivi régulier pour une personne qui est bien stabilisée. Soit il y a une modification de traitement et là, le médecin, effectivement, n'a pas de recours ou de consultation suffisamment près, donc il me demande un coup de main. Mais surtout, en fait, les objectifs d'orientation sont surtout sur l'éducation thérapeutique, la psychoéducation, établir avec la personne un plan de crise conjoint. Donc, c'est là où on voit que vraiment les médecins ont repéré une différence en tous les cas par rapport aux infirmiers. Dans ces consultations, les aidants sont les bienvenus, bien sûr. Et en fait, on essaye de suivre au maximum, comme Virginie, hein, au final, on essaye de coller aux recos, les anxiolytiques, les hypnotiques, on essaye de les diminuer au maximum quand c'est possible, bien sûr. En tous les cas, cette mission de consultation, on est en complémentarité avec les infirmiers, avec les psychologues, avec les médecins, avec les assistants sociaux, en fait. Voilà. Ensuite, il a fallu, alors depuis 2020, il y a eu une grosse mission, c'est-à-dire se connaître et se faire connaître. Parce qu'au départ, les pharmacies, quand elles reçoivent une première ordonnance d'un IPA, ça n'a pas été si simple que ça. Qu'est-ce que c'est que cet infirmier qui fait une ordonnance? Je ne sais pas si vous avez eu les mêmes difficultés, enfin si tu as eu les mêmes difficultés, Virginie, mais bon, il a fallu passer quelques coups de fil quand même. Après, le travail de réseau ville-hôpital est ultra important et voilà, le travail avec les médecins traitants, hein, ils ont vraiment vu cette différence. Et puis, on a de la chance de retrouver des IPA sur les maisons de santé. Donc, au moins, on arrive à se parler et voilà. Et ça favorise la déstigmatisation au final, hein, de la psychiatrie. Après, comme Virginie, en fait, j'ai des missions de formation, mais moi, je dirais plutôt des missions de partage. Alors, il y a les nouveaux arrivants. Je suis formatrice ARS sur la prévention du suicide. J'ai beaucoup de chance parce que je peux participer en fait à la formation des IPA aussi sur l'université de Nantes, sur les IPA de 2e année notamment de psychiatrie et de santé mentale en fait. Et puis on s'aperçoit qu'on devient aussi, alors le PSM de Vendée, on est quand même un certain nombre d'IPA, on est 11, donc on devient aussi support pour ceux qui arrivent. Et enfin, ma dernière mission là, dont j'avais envie de vous parler, qui me prend vraiment du temps, mais en même temps qui est passionnante, c'est que j'ai de la chance d'avoir été suivie par mon établissement sur un projet de doctorat. Hein, voilà, l'IPA, l'infirmier en pratique avancée, c'est un diplôme de grade master. Donc, ça nous permet aussi de poursuivre nos études vers un doctorat. Donc, dans ce doctorat, ma recherche, en fait, elle est orientée sur, je vais vous parler en mots-clés, en fait, sur l'activité physique adaptée, les troubles dépressifs, la sortie d'hospitalisation et la régulation des émotions. Donc, en fait, de par cette mission de recherche et de doctorat, j'emmène toute une équipe derrière moi. Voilà, j'apprends sur l'aspect scientifique, bien sûr. J'apprends l'écriture du protocole, l'écriture d'articles. Et puis, on porte le projet sur l'activité physique adaptée. Hein. J'ai de la chance parce que l'institution a embauché au final une collègue, une enseignante en activité physique adaptée, donc qui
il faut aussi porter ce projet pour ma recherche, mais pas que, parce qu'elle n'est pas embauchée que pour ma recherche. Et puis, j'apprends aussi tout ce qui est l'aspect communication, hein, puisque alors l'aspect communication de la recherche et l'aspect communication de ma recherche aussi, en fait. Voilà. Et puis, on peut être aussi, et j'ai la chance, en fait, d'être directrice de mémoire des IPA, donc pour participer, pour les guider sur la problématisation. Voilà un peu ce que j'avais envie de dire. En fait, pour moi, IPA, c'est avoir un autre regard avec un appui théorique au final assumé au service des personnes soignées. Ça, c'est très important. Notre disponibilité, les informations précises que l'on peut transmettre sont appréciées, hein. Il y a des études par rapport à ça. Après, là, pour le moment, en France, il y a très, très peu d'études encore sur l'implantation, mais en tous les cas, les retours qu'on a des personnes, eh bien, voilà, c'est plutôt positif. Et puis, l'idée de se dire que l'infirmier en pratique avancée, en fait, il a développé sa boîte à outils et au final, il a une boîte à outils bien remplie pour répondre aux besoins de chaque personne. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors, j'ai pris quelques missions, mais bien sûr, il y en a d'autres. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en construction encore, hein, même après 3 ans. Ça change. Les protocoles d'organisation, j'en suis à mon 2e signé. Ça change et ça va certainement rechanger et évoluer encore. Donc, voilà. Merci, en effet, on voit toute la richesse de votre travail, ne serait-ce que dans vos 2 présentations. Donc, Romain, on a hâte d'entendre la 3e. Hein. Merci. Alors, je vais essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées dans mon propos, comme Cathy et Virginie l'ont déjà plus ou moins fait. Travail en plus, donc vraiment parfait, quoi. Et donc, du coup, moi, oui, en effet, on parlait un peu du projet qui est personnel et qui est pas forcément institutionnel. C'est tout l'enjeu des 2 ans de formation, c'est enfin, et en amont hein, déjà, hein, puisque, mais en tout cas en tant qu'étudiant, une fois qu'on est sélectionné pour être financé par notre institution, c'est tout l'enjeu de pouvoir porter un projet personnel au niveau institutionnel et que celui-ci soit accepté et du coup mis en place à notre arrivée une fois diplômé. Moi, dans mon cas, ça a été un projet que j'avais depuis quelques années. Et étant comme Virginie et Cathy, décidément, je crois qu'il y a un biais de recrutement, étant formateur aussi à l'intervention de crise suicidaire au niveau de la région Île-de-France, moi, j'étais parti sur plutôt un projet de suicidologie qui a été accepté par l'institution, donc la direction des soins, par mon service, etc. Et je suis parti en formation. Et en fait, au sein de la formation, donc cette première année, tronc commun, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la première année est vraiment tronc commun avec l'ensemble des mentions. Puis la deuxième année est spécialisée. Donc du coup, on se retrouve avec les IPA santé mentale et psychiatrie. Je me suis retrouvé à me demander si ce projet n'était pas un peu trop surspécialisé de faire de la consultation uniquement de suicidologie et est-ce que ça répond à un besoin? Et en fait, on n'a pas reparlé du PEPA, enfin du modèle PEPA pour l'implantation parce qu'on n'a pas le temps là ce soir, mais pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller lire sur le sujet. C'est de partir vraiment des besoins. Et moi, de toute façon, je suis devenu IPA dans le service dans lequel je travaillais en tant qu'infirmier depuis plusieurs années. Et quand j'ai re-questionné mon projet, je me suis basé sur, attends,
qu'est-ce que tu trouves encore assez peu optimal dans les prises en charge aux urgences psychiatriques? Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'était les délais d'attente d'un relais ambulatoire après un passage aux urgences psychiatriques. Alors du coup, je me suis un petit peu renseigné. Ça tombait bien parce que mon institution faisait une étude sur les délais d'attente entre le premier appel du patient ou de son entourage et la première consultation médicale. Et en fait, dans notre hôpital parisien, plutôt bien doté en médecins, à l'époque pas trop mal doté en infirmiers, on était sur un délai en moyenne 52 jours entre une première demande de rendez-vous et une consultation médicale. Les délais n'étaient pas forcément beaucoup moins élevés, même si j'ai pas de chiffres à vous donner, n'étaient pas beaucoup moins élevés depuis le passage aux urgences. Et donc, du coup, régulièrement, on se retrouvait à devoir hospitaliser des personnes qui n'avaient pas forcément besoin d'une hospitalisation sur le plan clinique, mais sur le plan organisationnel, si on voulait faire débuter des soins, il fallait que ça passe par la case hospitalisation avec toutes les problématiques que ça engendre d'occupation des lits, etc., etc. Et donc du coup, on a travaillé là-dessus avec le chef de service, la cadre supérieure de pôle, les cadres de santé et même les collègues infirmiers. On l'a bien entendu, hein, Cathy et Virginie l'ont bien dit que c'est un travail d'équipe, hein, ça se fait pas tout seul dans son coin. Et donc on a créé une consultation post-urgence IPA pour les personnes ayant besoin d'un court suivi dans l'attente d'un relais ambulatoire. X ou Y sur telle ou telle structure. Et donc, lors d'un premier passage, d'un deuxième passage et éventuellement d'un troisième passage aux urgences, il peut être décidé de proposer à la personne qui consulte un suivi IPA dans l'attente de ce relais-là. Donc, le relais doit être identifié aux urgences et devant un délai d'attente trop long, on m'adresse ces personnes-là. Donc, je travaille pendant donc 6 demi-journées, donc 3 jours par semaine. J'accueille ces consultations post-urgence là. Et donc, je les vois directement. Ils ne sont pas revus ils repassent pas par les urgences. Et j'ai la chance d'avoir la possibilité de demander une seniorisation par un médecin senior si j'en ai le besoin. Et donc, pour le moment, parce que je m'implante, parce que je suis encore jeune IPA et que je suis encore novice dans ma pratique, je le fais systématiquement. Alors, ça peut aller de 3-4 phrases à un entretien un peu plus long avec le psychiatre. Et donc, je peux renouveler et adapter les ordonnances qui ont été initiées aux urgences, chose qu'on ne faisait jamais auparavant. Donc, on adressait vers le médecin généraliste, vers le CMP, en se disant que malgré les délais, il va falloir attendre la mise en place d'un antidépresseur parce que nous, on va pas le faire. Donc, de la création de ces consultations-là, j'ai eu pas mal de patients. J'ai eu 99 adressages sur la première année. Et sur ces 99-là, 75% ont bénéficié d'une ordonnance. Donc, une grande majorité avait besoin de traitements et donc j'ai pu renouveler ces traitements-là. Et la plupart, en fait, puisque 22 d'entre eux avaient un état de stress post-traumatique, parce qu'on a une population migrante qui est très importante et avec des besoins de soins également importants. Et donc aujourd'hui, donc ça c'était ma première année. Là, je suis en plein dans ma deuxième année. Aujourd'hui, je pense que je suis à 90% de patients migrants nécessitant de soins pour un état de stress post-traumatique, pour des syndromes dépressifs, voire des crises suicidaires. Que je prends en charge le temps que les centres médico-psychologiques ou des unités
spécialisés dans la prise en charge des migrants puissent prendre le relais. Euh, En plus de cette activité-là, qui me prend quand même 3 jours, mais je pense que ceux qui sont déjà sur le terrain de la clinique savent bien comment ça se passe. C'est-à-dire que vous avez 3 jours, vous avez des consultations qui débordent de partout, et puis bah, le jour ou le jeudi, vous faites normalement de la recherche, et ben il y a votre patient qui revient parce qu'il a raté son rendez-vous, etc. Et donc du coup, bah, on le revoit et on essaie de mettre de l'huile dans les rouages à ce moment-là. Mais sur les deux journées qui me restent, j'ai des activités paracliniques dites transversales. Une journée au sein de mon pôle, parce que je suis positionné vraiment auprès de l'encadrement supérieur pour les activités transversales polaires. Donc du coup, je participe à différents groupes de travail, alors plus ou moins ponctuels, plus ou moins étendus sur le temps du service. Je travaille beaucoup sur la notion de recherche infirmière aussi, parce que, hélas, la formation initiale ne nous permet pas forcément de pouvoir s'intéresser à la recherche, et donc il y a souvent besoin d'un appui au plus proche de nous. Donc c'est vrai que bah, l'IPA, il est là, on le voit tous les jours, il fait sa consulte, etc. Et il peut mettre en lien avec les ressources que peut proposer nos hôpitaux. Donc j'essaye de faire ça au sein de mon pôle. J'anime aussi un groupe d'échange sur les pratiques professionnelles dans un service où je n'interviens pas en tant que clinicien. Donc voilà, c'est plus pour échanger. C'est pas de l'analyse de pratique, c'est vraiment pour échanger sur les pratiques soignantes. C'est toujours plus facile quand on discute avec un collègue. Et j'ai la chance d'être co-investigateur de 2 projets de recherche. Donc co-investigateur, c'est je coordonne sur mon hôpital des projets qui sont portés par d'autres hôpitaux, notamment l'hôpital de Paul Guiraud et l'hôpital du Vinatier, sur 2 projets portés par d'autres infirmiers. Et au sein du GHU, donc j'ai là pour le coup une journée entière où on se réunit avec l'ensemble des IPA. Donc nous on n'est pas 11 comme Cathy, mais nous sommes 8. Donc on se réunit très régulièrement, et donc on peut participer à bien sûr des sessions de formation sur les besoins du terrain. Aujourd'hui, il y a toute une réflexion autour de ça, parce que bah, c'est très difficile d'envoyer les collègues infirmiers 1, 2, 3 jours en formation dans un autre centre, etc. Donc on participe aux réflexions un peu institutionnelles là-dessus, et on donne des formations. On organise aussi des événements. Donc quand Cathy parlait de communication, bah, c'est tout à fait ça. On n'a pas une licence en communication, on n'a pas des formations de communicants, mais on essaie de se former, on essaie de se mettre à la page là-dessus, et d'organiser des événements scientifiques qui parlent notamment de la pratique avancée, puisque et ce soir en fait partie. Il faut se faire connaître et pouvoir échanger. Et je participe à d'autres groupes, notamment sur la suicido, mes premiers amours, si je puis dire, un groupe d'évaluation des pratiques professionnelles sur le suicide de l'ensemble de l'hôpital. On est en train d'organiser aussi, avec une collègue médecin et une collègue infirmière, une équipe de postvention, hein, pour la prise en charge des collègues, cette fois-ci, après le suicide qui survient dans un hôpital. C'est un événement qui est particulièrement traumatisant, et donc on aimerait pouvoir apporter notre soutien de spécialistes, si je puis dire. J'organise et je co-anime des déjeuners de la recherche. Donc là, c'est l'idée aussi de pouvoir proposer des événements autour de la recherche pour faire que la recherche fasse moins peur à nos collègues infirmiers et autres soignants. Et j'ai la chance d'avoir été élu à des instances. Donc aussi, participe à la commission des soins infirmiers et au directoire de l'établissement, entre Alors, autres. on voit bien que vous avez tous les 3 des missions très, très diverses et variées. Merci pour
pour ces précisions. On va peut-être ouvrir aussi la discussion aux questions. Donc voilà, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir du monde pour y répondre. Donc, c'est toujours la première qui est... Donc, mes questions, Il y a des questions dans le je les chat? repose ou Ah, vas-y, Noël. elles ont été oubliées? Non, bah, tu peux les repréciser. Tu peux les repréciser. Donc, il y avait la question j'ai bien compris dans les réponses qu'il y avait des soutiens institutionnels, mais dans ce que vous avez écrit, il y avait beaucoup de soutiens qui étaient des soutiens en fait de certains médecins qui s'étaient engagés. Alors peut-être que c'est une manière de lancer les choses, ça serait intéressant. Mais en effet, on voit bien qu'au départ d'un médecin, parfois il y a le projet qui capote. Donc c'est la question en fait de comment un hôpital s'embarque dans un projet plus général d'IPA et quelle place il aurait fait dans les pratiques de soins. Ça, c'était ma première question et comment vous voyez les choses. Moi, c'est une vraie question en tant que médecin responsable d'un hôpital, parce que je trouve que c'est trop médecin indépendant. Ce n'est pas problème pour moi. La deuxième chose, c'est que vous avez bien dit que vous n'aviez pas envie d'être cantonné à des rôles de renouvellement d'ordonnances et que chacun, à vos degrés, vous vous mettez sur des fonctions de prévention. Donc, ça répondait un peu à ma question et je trouve ça très intéressant. Et au-delà d'IPA qui sont vus dans l'idée de certains médecins comme en effet des substituts ou des auxiliaires médicaux, comment valoriser cette fonction de prévention, peut-être même, comme vous disiez tout à l'heure, en maison de santé pluriprofessionnelle, dans le dépistage ou dans de la prise en charge brève et intensive au début de troubles, avant que ça se dégrade. Aussi d'infirmiers en psychothérapie, c'était une question importante, ça existe beaucoup en Angleterre. Et la valorisation des infirmiers de parcours et de coordination, parce que ceux-là, ils ont un rôle à jouer, vous disiez, sur les soins somatiques. Tout ça, c'était des questions que je me posais. Et puis, il y avait la question très, très polémique de la valorisation du diplôme, autrement que par le master, mais aussi par des valeurs sonnantes et trébuchantes, parce que c'est quand même une nerf de la guerre. Quand j'ai appris que les collègues IPA avaient 80 € de plus sur leur fiche de paye, et ça m'a scandalisé. Voilà, alors qu'il y a une vraie différence, si je ne me trompe pas, entre les infirmiers anesthésistes, par exemple, et les IDE classiques. Voilà, puis après, j'aurais une autre question, mais celle-là, c'est la cohabitation IDE-IPA, qui n'est pas toujours simple. Voilà. Mais bon, c'est beaucoup trop de questions. Je suis désolé de monopoliser le débat. Oui, déjà, j'avais noté sur un bout de papier aussi les leviers et les freins, et du coup, qui sont totalement en raccord avec ce que vous venez de dire, qui, effectivement, pour moi, le levier principal, c'est les usagers, en fait, parce que ils sont toujours partie prenante pour être suivis par l'IPA. On n'a jamais eu, enfin, je ne sais pas s'il y a un IPA à qui un patient a dit non. Ils apprécient, à mon sens, le fait qu'on soit issu de la formation infirmière avec les spécificités que ça engendre, c'est-à-dire cette prise en charge holistique et cette vision du patient à l'extérieur, enfin voilà, la qualité de vie, des choses auxquelles on s'attarde particulièrement. Et du coup, c'est peut-être eux notre plus grand soutien parfois. L'autre levier, oui, c'est à la fois un levier et un frein, c'est les psychiatres, en fait, soit qui ont bien saisi la plus-value, qui n'ont pas peur du transfert de tâches, du transfert de compétences, et qui s'impliquent beaucoup dans les projets et qui sont un peu nos porte-parole dans l'institution parce que soit ils sont présidents de CME, soit ils sont chefs de pôle et du coup militent un peu pour qu'on soit qu'il y ait une inclusion plus grande de l'IPA dans l'établissement. Et nous-mêmes aussi par l'information, tu l'as dit Cathy, qu'on ne cesse de transmettre à qui veut bien l'entendre de qu'est-ce que c'est un IPA, qu'est-ce qu'on fait pas, à qui on vole pas la place. Voilà. Ça, c'est notre quotidien à tous, je crois. Et les freins, c'est l'inverse, la méconnaissance de notre métier, parce que d'abord, il n'y a pas eu vraiment de communication nationale sur l'IPA. En tout cas, le gouvernement n'a pas beaucoup communiqué sur la plus-value qui pourrait être apportée.
Donc, du coup, ça déclenche beaucoup de fausses représentations, de peurs. Voilà, ça ravive des peurs, il y a des idées reçues. On nous cantonne à des rôles qui arrangent bien parfois certaines personnes. Donc, on aimerait bien qu'on ne fasse effectivement que du renouvellement, d'autres qui ne veulent pas du tout qu'on en fasse. Enfin, voilà. Dans l'institution, bah, c'est justement l'absence de visibilité de la place de l'IPA dans l'institution. Alors, moi, je suis hospitalière, hein, donc je parle que de l'hôpital que je connais. Effectivement, il y a pas vraiment d'organisation modèle et bah, c'est chaque établissement qui fait un peu comme il veut, un peu comme il peut, un peu comme il a compris, bien compris ou mal compris. Donc, on a un positionnement hiérarchique qui n'est pas du tout le même suivant les établissements. Un coup, c'est le cadre, un coup, c'est le cadre suivre, un coup, c'est le directeur des soins. Enfin, ça dépend vraiment des établissements et de leur connaissance de l'IPA, de l'implication qu'ils ont et de ce qu'ils veulent développer pour la suite. Donc ça, c'est un gros problème, hein, me semble-t-il. Et du coup, ça rend peu lisibles les choses pour tous les autres, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-soignants dans les équipes, les autres professionnels n'arrivent pas à se situer non plus. Parce que dans l'établissement, parce que l'institution elle-même et l'administration ne nous situent pas bien non plus, hein. Et le dernier point, effectivement, c'est la grille indiciaire, hein, et la rémunération qui découle de ces 2 ans d'études supplémentaires et de ces responsabilités supplémentaires, surtout, qui effectivement vont décourager et découragent déjà beaucoup de nos collègues. Voilà. Donc, je ne sais pas, enfin, je me dis que le temps fera son œuvre aussi, dans le sens où il va y avoir probablement un jour des recommandations ou des choses plus précises. Mais pour l'instant, effectivement, parfois c'est difficile au quotidien parce que même si on explique, on a des infirmiers parfois qui sont un peu hostiles au départ, des cadres aussi. Enfin, voilà, en sachant que, voilà, nous aussi, on découvre, on essaye on essaye de délimiter plus précisément ce qu'on a envie, mais voilà, est-ce que c'est entendu? Pas toujours. Est-ce que, voilà, moi, ça me désole que ce soit personne dépendante, en fait. Alors qu'on est une vraie profession de santé réglementée et que, voilà, c'est hallucinant que ce soit au bon vouloir, aux possibilités de chacun. Si on a du soutien ou pas, on n'aura pas le même rôle, quoi. Alors, merci pour cette réponse. Il y a Fred du MAPSI dans le chat qui a fait une réflexion que je lis, sauf si Fred, tu veux la dire aussi à voix haute, c'est possible. Alors, je vais la lire. Ouais. Oui, merci Fred. On t'écoute, on t'entend bien. Bonsoir. Oui, bah, je n'avais pas grand-chose à ajouter à ce que j'ai écrit là. Moi, je suis suivi dans un CMP à Reims. On a, je ne vais pas dire régulièrement, mais assez souvent des IPA en stage qui viennent. Alors, ce sont des gens qui ne sont pas encore forcément diplômés, hein. C'est plutôt, enfin, sauf un qui était déjà diplômé, mais il n'a pas souhaité rester. C'était son choix à lui. Bah, d'ailleurs, je peux un peu détailler. Il a été assez mal reçu par le reste de l'équipe. Et donc, du coup, il n'est pas resté, quoi. Mais sinon, dans l'intervalle, on a régulièrement des IPA qui viennent en stage. Et à chaque fois, c'est un peu les mêmes soucis qui se passent au niveau des patients. Cette fois, c'est que les patients sont très méfiants parce que les premiers qui sont venus sont vraiment arrivés avec leur rôle qu'on leur avait assigné, à savoir ce fameux case manager, là. Et ça a vraiment... ça a été perçu comme une tentative de bouleversement de ce qui se passait déjà dans ce centre. C'est un CMP qui fait centre de jour, donc centre médico-psychologique, hôpital de jour et centre d'accueil à temps partiel. Donc il y a toute des organisations qui se croisent et qui se mélangent. Et donc ces stagiaires étaient un peu perdus dans tout ce système. Se sont pas forcément adaptés, mais c'est plus parce qu'ils n'ont pas eu le temps tellement. C'est des stages relativement courts. Enfin bref, ça ne s'est pas très bien passé. Au niveau des patients, bon, alors quand ils étaient en salle d'accueil ou en salle de soins, bon, ben voilà, ça se passait comme ça se passe avec n'importe quel autre infirmier. Mais par contre, quand ils ont tenté de faire des groupes, il y en a un qui a essayé de mettre en place un groupe de psychoéducation. Bon, ben là, ça n'a pas fonctionné, quoi.
et avec d'autres qui sont passés par la suite. L'a priori qui avait, bah, voilà, enfin, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et tu précisais aussi que dans le chat que les patients préféraient discuter de leur traitement avec le psy directement. Oui, bah oui, parce que bon, évidemment, enfin, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, la plupart des gens qui ont des traitements un peu lourds ont toujours le désir de baisser le traitement, quoi. Et ils considéraient, pour la plupart, que c'était pas avec l'infirmier en pratique avancée qu'ils allaient pouvoir négocier pied à pied les doses qu'ils recevaient, et donc ils préféraient attendre le rendez-vous avec le psychiatre, ce qui fait que les stagiaires IPA qui étaient là, finalement, étaient un peu là en errance, j'ai envie de dire, parce que personne n'avait tellement envie de discuter avec eux, quoi. Et pourtant, la cadre de service avait fait on fait une assemblée générale une fois par mois dans ce centre de jour, et donc elle avait prévenu les patients que ces gens-là allaient venir en stage. Ça a commencé, je sais pas, il y a 2-3 ans peut-être, les premiers qu'on a vu arriver. Donc, tout le monde savait que ces gens-là allaient arriver, tout le monde connaissait leurs prérogatives, et puis aussi le fait qu'ils avaient la capacité d'avoir une interaction avec les traitements, mais pour autant, les gens ont préféré attendre les rendez-vous avec les psychiatres. Si je peux répondre un petit peu, enfin, si je peux me permettre, vous avez raison, le temps de stage, il est très, très important. Et nous, par exemple, sur le PSM, les premiers mois de stage, nous allons être sur les consultations avec le médecin psychiatre, en fait. Ce qui permet aussi au médecin psychiatre de repérer ce que c'est qu'un IPA, et ce qui permet aussi à l'IPA de repérer un peu la façon de fonctionner du médecin psychiatre, et ce qui permet aussi aux personnes soignées, au final, de se dire, tiens, il y a un nouvel acteur qui entre un peu dans ce système de santé, en fait. Alors, pour ma part, j'ai pas senti de réticence par rapport au traitement. Par exemple, vous voyez, moi, en consultation, quand je vois une personne soignée, en fait, je tourne toujours l'écran de l'ordinateur, en fait, pour lui faire voir l'ordonnance. Et ma première question, c'est qu'est-ce que vous avez compris de votre traitement? À quoi ça sert? Est-ce que vous avez besoin de renseignements? Et je pense après, pour répondre à votre question, c'est aussi toute l'humilité de l'IPA, c'est qu'à un moment donné, quand il ne sait pas, il ne sait pas. Et puis, le médecin est toujours là. Il faut surtout le dire, en fait, à la personne. C'est-à-dire qu'il y a des traitements sur lesquels on est un peu plus à l'aise. Et puis, les premières fois où, je vous assure, on voit une personne soignée où il faut qu'on lui explique son traitement, il faut qu'on trouve aussi, nous, notre façon d'expliquer. Il faut qu'on soit au clair. Il faut qu'on utilise des outils aussi pour faire voir. Et quand ça se passe comme ça, en fait, moi, j'ai jamais eu de personnes qui n'étaient pas contentes. Après, il y a des personnes, quand elles me disent, moi, je préfère quand même l'avis du médecin, j'aimerais bien enlever mon… Par exemple, là, j'ai une situation en tête, mais il y a une personne qui me dit, moi, j'aimerais bien arrêter mon injection, mais je suis un peu réticente, je sais pas, enfin… eh bien, à ce moment-là, on pèse le pour et le contre, on voit ce qui peut être intéressant ou moins intéressant. Et puis, au final, c'est la personne qui me dit, moi, j'attends le rendez-vous médical pour prendre ma décision, ou alors on le fait ensemble. Vous voyez, c'est vraiment… la personne, elle est vraiment actrice dans nos consultations. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais au final, ça se passe plutôt bien quand même, hein. Et même des fois, on a plutôt… je vous le dis, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit au médecin, quoi. On a plutôt ce genre de discussion. Moi, si je peux enchaîner juste très très rapidement, tu le dis très bien, Cathy et Nico.
peut-être Nicolas, le dit aussi, c'est le maître mot, c'est l'humilité en fait. On arrive en tant que jeune professionnel, on a beau avoir toute une expérience derrière nous, en fait, on arrive, on conçoit un projet brique par brique, et c'est vrai que dans le cadre d'un stage, c'est un peu difficile d'arriver avec un positionnement qui est encore en construction. Donc voilà, et puis la difficulté avec une nouvelle profession, c'est que on a vite tendance à se dire ça s'est mal passé avec un ou deux, et ben du coup tout le monde est comme ça. Alors que en fait, comme tu l'as dit Cathy tout à l'heure, il y a autant d'IPA que, enfin il y a autant de façons de faire, de façons de voir le métier que d'IPA. Et donc voilà, c'est malheureux hein, qu'il y ait eu des, des mauvaises expériences. J'espère que ça s'améliorera par la suite. Mais humilité, humilité, humilité. Oui, merci pour vos réponses. En effet, je pense que les premières expériences qui n'ont pas fonctionné ont laissé des traces malheureuses. Moi, c'est ce que je pense. Mais après, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Certainement qu'il y en aura d'autres hein, qui vont venir. Et peut-être que ça se passera mieux, je ne sais pas. Mais je vous dis, il a été même question, le chef de pôle avait même proposé à un infirmier IPA d'être embauché. Mais finalement, c'est avec l'équipe qui était déjà en place que ça n'a pas fait. Quoi. Et donc, il n'a pas souhaité rester. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. Après, moi, plus il y a de personnel qualifié, compétent et de bonne volonté qui intègre le service, et mieux ça ira pour tout le monde. Ça, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Ce que tu dis, Fred, m'a fait penser à la question de Noël sur, je crois que c'était Noël d'ailleurs, sur la cohabitation, en tout cas le travail entre IDE et IPA. Donc peut-être qu'on peut faire cette transition-là. Je veux bien répondre un petit peu brièvement. En fait, le maître mot, c'est là aussi humilité. Et communication, en fait. C'est vraiment les deux. Et même au bout de, même après 2 ans ou 3 ans dans un pôle, il faut communiquer. L'équipe échange sur un CMP, n'oublions pas de réexpliquer pourquoi. Et puis, le médecin aussi a tout un rôle par rapport à cela, c'est-à-dire que dès qu'il le peut, il faut qu'il explique pourquoi est-ce qu'il oriente telle personne vers l'IPA plutôt que vers les infirmiers. En fait, il faut que ça prenne sens, le système. Et quand tout le monde est au clair avec ses missions, ça fonctionne plutôt bien, en fait. Chacun a repéré et il y a du soutien. On peut faire des suivis en alternance avec des infirmiers. Il n'y a aucun problème en fait. Et les infirmiers ont vite compris voilà, il y avait des regards différents et qu'ensemble, à partir du moment où notre objectif est commun, hein, c'est-à-dire accompagner du mieux qu'on peut et répondre du mieux qu'on peut aux besoins de la personne, eh bien au final, on est tous ensemble et on y va. Virginie, pardon, je t'ai coupé, je crois. Tu voulais... Vas-y. Non, j'ai pas parlé. Il y avait Alexandra, enfin, je ne sais pas si c'est Jennifer ou Alexandra d'ailleurs, qui levait la main tout à l'heure. En fait, oui, je l'ai écrit dans le chat là tout à l'heure, c'est où je soulignais qu'effectivement, quand on est dans j'imagine que quand on est dans un contexte de stage et qu'on est dans une unité, dans l'idée de faire un stage sur, il me semble que c'est très court, hein, j'ai cru apercevoir tout à l'heure, c'est 4 ou 5 semaines, c'est quelque chose comme ça. 4 mois. 4 Ah, mois. pardon, je suis désolée. Ouais, non, c'est pas grave. Je veux dire, c'est comment intégrer un tel nouveau paradigme, en fait, parce que c'est quand même un truc qui vient bousculer les pratiques. Et c'est ce que j'ai écrit un petit peu pour mettre un petit peu de légèreté tout à l'heure. La psychiatrie et les changements en termes de bouger les lignes des pratiques, c'est quand même compliqué. Et je pense que ça, comme toute nouvelle pratique, ça va prendre du temps et que c'est en co-construisant avec les équipes aussi, d'où la nécessité de parler des représentations. Et c'est aussi pour ça qu'avec IPSI, on avait besoin et envie, au vu de toutes les polémiques, tout ce qui pouvait se dire en termes de réalité ou pas, c'était important de créer ce moment-là.
Mais c'est vrai que moi, je me questionne aussi beaucoup sur comment on relie ça aux besoins des usagers, parce que faire des parcours fléchés, cette pensée m'est venue avec les propos de Fred tout à l'heure. C'est sûr que faire des parcours fléchés où on colle les patients, on sait que ça marche pas. Il faut que ça intervienne, j'imagine, quand c'est hors contexte âge, que la présence IPA, alors je me trompe peut-être, mais moi ça a du sens, en tout cas dans la façon dont je le réfléchis. Je suppose que dans le parcours des usagers, ça a un sens à un moment donné de rencontrer un IPA, et ça n'a peut-être pas forcément le même sens que de rencontrer l'équipe infirmière, justement, mais ça, on le sait quand on est au clair avec c'est quoi un IPA et qu'est-ce qu'il fait dans le parcours. Et je trouve intéressant, là, ce soir, qu'il y ait quelques médecins présents, parce que vous êtes nombreux, j'ai cru comprendre, en tant qu'étudiants et IPA qui pratiquent sur le terrain. Et je remercie Noël pour les questions qu'il a posées, et je ne sais pas quel accueil vous faites de ça. Effectivement, j'ai cru voir qu'il y avait Antoine qui était là aussi. Mais je suis désolée, je n'ai pas regardé toute la liste de tout le monde, mais je trouve ça chouette aussi d'avoir un retour, un ressenti. Si vous êtes OK, bah, je ne veux forcer personne à s'exprimer, mais il y a tellement de polémiques sur l'impression comme Virginie a dit tout à l'heure, hein, les vols de profession ou les vols de place. Je trouve ça triste qu'on en soit encore là, d'ailleurs, hein, mais ça, c'est très personnel de ma part, qu'on en soit encore dans des luttes d'ego et de pouvoir et de manque de connaissance des compétences infirmières. Mais en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant, mais je questionne beaucoup comment on évalue le besoin dans une structure aussi en fonction des demandes exprimées par les usagers. Je pense que faut que ça ait du sens, quoi. Parce qu'il y a pas mal de structures qui proposent justement des choses comme ça, mais c'est un parcours tracé. Mais si ça intervient pas dans un souhait, c'est un petit peu comme avec les histoires des médiateurs de santé pair, etc. Je veux dire, si c'est pas une demande ou un souhait, ou si ça prend pas sens dans le projet du patient, ça donnera des choses comme ce que exprimait Fred tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais vive le changement quand même. J'ai vu que Sandrine Jaudet levait la main. Je ne sais pas si c'est une volontaire ou pas. Et sinon, peut-être on va. Oui. Alors, bonjour. Moi, je suis désolée, hein, j'ai effectivement levé la main, mais un peu involontairement. Je suis stagiaire, là, actuellement, en 2e année, IPA. Et donc, effectivement, enfin, voilà, vous me donnez la parole, donc je vais réagir quand même à ce que disait Noël, je crois, sur une volonté institutionnelle ou une volonté médicale. Donc, même s'il y a une volonté institutionnelle, c'est vrai que quand on est en stage avec un médecin, c'est très dépendant du médecin, des connaissances qu'il peut avoir sur le métier d'IPA. Donc là, j'expérimente ça actuellement et que c'est pas si simple que ça. Bon, j'en suis qu'à 1 mois, mais on ne s'est pas choisi. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, ça prend un peu de temps. Il faut se faire confiance, je pense. Et puis, nous aussi, en tant qu'infirmiers, puisqu'on est avant tout infirmier, enfin, moi, je le perçois comme ça, de retrouver sa place, de trouver son identité. On avait une identité professionnelle qu'on n'a plus, puisqu'on n'est pas infirmier, enfin, on n'est plus infirmier tel qu'on le pratiquait, et on devient IPA. Donc, c'est une transition que j'expérimente actuellement. Donc voilà, quoi. C'était juste pour vous faire part de ça. Voilà. Alors, merci beaucoup, Sandrine, parce que du coup, j'avais squeezé la question d'Alexandra au médecin sur comment est-ce que c'est accueilli, et puis vous avez répondu à votre place, mais peut-être que Noël, bon, je ne sais pas, c'est en même temps, Noël, on entend qu'il est accueillant, hein, mais Oui, c'est ça, ça fait rêver. Hein. ouais, Noël, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder tout le Non, c'est des monde qui questions était. très vastes. Mais c'est bien, je trouve que ça a résonné un peu dans les réflexions. Je pense que la rémunération et la revalorisation au-delà de la rémunération, c'est-à-dire faire une vraie place dans la fonction publique hospitalière, qui est aujourd'hui le problème principal. On a la même chose pour les psychologues. Hein. En Angleterre, il y a 3 statuts de psychologues. Il y a les assistants psychologues qui ont fait 3 ans d'études. Il y a les psychologues cliniciens et il y a les superviseurs psychologues qui ont sous leur responsabilité une équipe de 5 psychologues qui coordonnent sur des missions cliniques.
et qui permet d'avoir des corps intermédiaires au sein d'une profession et d'éviter d'avoir juste médecins responsables et cadres de santé, et parfois à des niveaux très élevés, parce qu'il n'y a quasiment plus de médecins, de médecins responsables, et les cadres de santé, n'en parlons pas. Donc, c'est vraiment de faire apparaître tous ces métiers voilà. Et aujourd'hui, les IPA, en effet, c'est un titre, mais ce n'est pas encore une fonction dans la fonction publique hospitalière en tant que telle, quoi. En tant qu'un grade hospitalier, en tant qu'un métier reconnu. Et c'est pour ça que je lance le sujet, et avec des missions. Moi, j'ai une infirmière de coordination dans une de mes unités qui s'occupe d'adolescents souffrant de TCA. Et aujourd'hui, elle a un rôle essentiel de lien avec la famille sur le premier entretien, où elle donne les premiers conseils. Et les familles l'ont repéré dès le début. Elle est présente au premier entretien. Ensuite, elle est le fil rouge et elle coordonne les soins avec la ville, les différents suivis. Elle fait toute la surveillance. Et du coup, la pédiatre n'intervient que ponctuellement sur des situations. Elle fait aussi du travail avec les familles en soutien, etc. Et aujourd'hui, elle n'a zéro reconnaissance salariale. Voilà. C'est un boulot énorme, un boulot de prévention, de statistiques. Elle forme les infirmières de lycée, de collège. Et je trouve que c'est un énorme problème en termes de statut, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que vous l'aurez compris. J'espère que c'est en soutien de ce que vous avez dit, mais je trouve que c'est un manque. Voilà, c'est un manque criant et c'est honteux même. Bref, j'ai cloué le bec à tout le monde, je suis désolé. Mais bon, vous êtes des pionniers, c'est comme tout pionnier. Voilà, après, il va falloir casser la baraque. Il va falloir dépoussiérer les statuts de l'FPH. Pour les psychos, ils veulent une sixième année. Pour rebondir sur ce que tu dis, Alexandra, par rapport aux besoins des usagers, j'allais dire que aussi on est dans ce mouvement d'une psychiatrie qui est entre deux paradigmes, et le paradigme de transformation et de rétablissement qui parfois a du mal à s'installer dans les établissements. Et du coup, je me dis que peut-être, en tout cas moi, finalement, parfois, je me recentre un peu sur pourquoi j'ai fait ce métier, enfin voilà, pourquoi j'ai fait ces études-là. C'est-à-dire pour être au plus près du patient, continuer à faire de lui le centre de ma pratique. Et du coup, je me dis que peut-être les IPA, on a aussi cette place à prendre, parce que des infirmiers cliniciens qui ont beaucoup de connaissances cliniques, il y en a beaucoup qui travaillent dans les CMP, qui sont là depuis très longtemps. Il y a des infirmiers très expérimentés à qui on n'apprendrait rien sur la clinique, probablement, parce qu'ils en connaissent peut-être plus que nous parfois. Mais en tout cas, sur la formation, on est sensibilisé et très formé, en tout cas dans notre région, sur les pratiques du rétablissement, sur tous ces outils-là, et comment on les utilise et pourquoi surtout on les utilise. Qu'est-ce qui est important finalement pour nos patients, c'est leur qualité de vie, leur projet. Voilà, l'hôpital, c'est pas leur vie, et ils passent une infime partie de leur temps auprès de nous, mais tout le reste du temps, leur vie, elle est ailleurs. Et comment on peut les accompagner dans leur projet et dans tout ce qui se passe, et que introduire dans une pratique quotidienne de nos pairs les pratiques du rétablissement, pour moi, c'est déjà un objectif qui me motive au quotidien et qui parfois voilà, me rassure et m'éloigne de toutes ces problématiques autres qui nous polluent et qui nous éloignent finalement des patients, quoi. Ouais, merci, je trouve que ça a tout son sens en fait. Et c'est compliqué, effectivement, comme tu dis, avec tout ce qui bouge actuellement, de pouvoir pas s'oublier. On peut vite oublier le patient, en fait, au bout d'un moment, en étant que dans des constructions. Comme dit Cathy, c'est une profession en construction, mais de pas oublier on peut vite oublier l'essentiel, en fait. Juste, je voulais revenir sur une question qui a été posée Il y a eu 2 questions dans le chat qui n'ont pas été... Attendez, je les retrouve, auxquelles on n'a pas répondu. Sur la formation. Il y avait le prix, ouais, il y avait 2 questions. Il y avait une question sur Combien ça le prix coûte de à la un formation. établissement? Ouais. Hein? Combien ça coûte à un établissement?
Ça coûte. Quel est le coût de la formation pour une institution, ouais. Ouais. Et peut-on faire en candidat libre? Alors, en candidat libre, en fait, c'est une inscription à la faculté, donc tout infirmier qui souhaite s'inscrire peut s'inscrire. Après, il y a une sélection qui est inhérente à la faculté. Et combien ça coûte? Bah, ça dépend. Alors, c'est les années universitaires, j'allais dire, c'est peut-être à peu près 5 000 € l'année. Mais par contre, nos établissements, ça leur coûte plus cher parce que soit ils nous libèrent à temps plein pour ceux qui ont de la chance, soit à temps partiel, mais en tout cas, on est toujours payé. Donc, ça dépend de notre ancienneté, de où on en est dans la grille infirmière, parce que notre salaire est à peu près maintenu, même si on perd on en perd un peu, mais voilà, ça reste quand même un salaire qui nous est versé. Moi, par exemple, j'étais à temps plein en formation. Je ne travaillais pas dans mon établissement pendant ma formation. Donc voilà, je sais que ça a coûté 120 ou 130 000 € à mon établissement. Mais du fait du traitement des salaires qui sont continués d'être versés en plus de payer la faculté, quoi. Donc oui, c'est sûr, c'est un investissement. Merci Virginie. Il y a également une autre question. Je crois que c'est sous le nom de Virginie, mais je pense que ça doit être Yves-Antoine en fait, qui demandait quelque chose. Alors Yves-Antoine, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est une autre Virginie. Non, c'est bien ça, Alex. Yves-Antoine C'est et mon ordi qui Virginie, reconnaît ce mon sont. épouse et qui ne me reconnaît pas. C'était pour rebondir. Donc, moi, je suis IPA depuis 2020. Je suis de la promo de Cathy. Et je travaille en réhab. C'était pour rebondir sur les propos de Romain, savoir, il parlait des rencontres IPA au niveau du GHU. Et je voulais savoir si c'était uniquement des rencontres IPA, psychiatrie, santé mentale, ou si c'était aussi les rencontres d'IPA avec d'autres mentions. Parce que nous, au sein de l'établissement, on a fait le choix de maintenir ces rencontres avec les différentes mentions et IPA. Alors, c'est avec l'ensemble des mentions. On a deux, hein. On a majoritairement des IPA PSM, donc psychiatrie, santé mentale, et bien sûr que pour le moment, la seule IPA PCS est conviée. Et en fait, on ne traite pas que des sujets de santé mentale et de psychiatrie. C'est ouvert. Ok, merci. Je vais faire de la pub, remarque. On a coécrit avec des collègues un article qui va apparaître dans la revue de la pratique avancée sur justement la communauté de pratique qu'on a mis en place au niveau de CHU de Nantes avec les collègues du GHT 44. Donc, si vous voulez en savoir plus sur notre communauté de pratique IPA, ce sera à lire dans la prochaine revue de la pratique avancée. Voilà. Merci pour l'info et félicitations aussi pour le travail, Yves-Antoine. Ouais, merci. Il y a d'autres. Une dernière question sur le chat et peut-être qu'on prendra une troisième et ensuite on clôturera. Pensez-vous que les infirmiers de l'éducation nationale devraient être formés en IPA, santé mentale, pardon, et cohabitation IPA et cadre de santé. Parlez-nous de votre expérience. Ça, c'est une belle question. Voilà. Les IPA d'éducation nationale formés en IPA santé mentale, je ne sais pas, moi, ça ne reste que mon avis, hein. Ça dépend aussi du parcours qu'ils ont eu avant. Ça me paraît compliqué de faire la formation d'IPA en santé mentale sans avoir travaillé en psychiatrie. Après, je dis ça par expérience. On a eu des personnes, il y a eu des étudiants dans nos promotions parfois qui avaient une expérience, par exemple, de la dictologie et pas spécifiquement de la psychiatrie institutionnelle et qui ont été en difficulté. Donc, je ne sais pas comment ça peut se passer sans expérience. Ça paraît compliqué. Et puis surtout, quelle est la plus-value d'une IPA dans l'éducation nationale au vu de la fonction qu'elle exerce en établissement? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez calée pour savoir, mais bon, ça me paraît compliqué. En tout cas, déjà, de suivre les enseignements sans expérience.
Mais ça reste mon avis, vous pouvez avoir l'avis inverse. Enfin, je ne sais pas ce que les autres en pensent. Ouais, Mais... je pense que la question derrière cette question, c'est qu'effectivement, les jeunes vont mal et que, a priori, dans les études, voilà, et que les délais sur les CMP sont très, très longs. Les prises en soins sont assez longues pour les jeunes. Après, il faudrait vraiment identifier les besoins, en fait, parce qu'on peut se dire, une infirmière scolaire, elle peut être aussi IPA en PCS, hein, ça pourrait être aussi assez intéressant sur des soins somatiques, donc il faut voir. Il faut que... Elles n'ont pas, à mon sens, j'ai pas la connaissance qu'elles ont fait la demande d'IPA, en fait, pour le moment. Donc, à voir. Et donc, cohabitation IPA cadre de santé, parlez-nous de votre expérience. Vraiment, je trouve que la question est posée avec un certain rythme. Ça donne à 22h40 l'envie d'y répondre, hein, donc, Là aussi, je pense que c'est très dépendant de... Excuse-moi Virginie, juste, Olivier, il est 21h40, pas 22h40. On n'est pas encore à l'heure... J'ai dit 22h40. Ouais, ah ouais. Il a sommeil. Je le taquine. Le changement d'heure est déjà d'actualité chez Olivier. Il a hâte de voir l'été arriver. Voilà. Bon, mais ça tombe bien, j'ai jamais été très bon en horloge parlante, donc. Je te laisse parler, Virginie. Désolée, je réajustais. Avec les cadres, je pense que c'est encore une fois dépendant de comment la pratique avancée est arrivée dans l'établissement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une cadre sup qui faisait un master 2 en même temps que moi et qui a fait son sujet de mémoire sur les IPA et donc qui connaissait bien la fonction et qui s'est fait le relais auprès des cadres de proximité de ce qu'était un IPA, pourquoi, qu'est-ce que j'allais faire, voilà. J'ai eu la chance aussi d'avoir un établissement qui donne un positionnement hiérarchique à l'IPA avant que je termine ma formation, parce que moi je suis toute seule pour l'instant dans l'établissement, une collègue qui est en deuxième année, qui va bientôt être mais j'étais toute seule. Le soin avait dit c'est le cadre supérieur qui sera le supérieur hiérarchique de l'IPA et les cadres de santé, c'est une collaboration fonctionnelle. Tout ça fait que ça s'est très bien passé et qu'au quotidien, on travaille plutôt bien ensemble sur des missions communes et je ne sens pas de tension. C'était une appréhension et finalement, ça s'est plutôt très bien passé, en tout cas pour mon cas. Alors, pour ma part, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'il a fallu se caler, hein. Personne ne savait, encore une fois, ce que c'était qu'une IPA, pourquoi elle était là, ses missions. Et puis, par contre, elle pouvait être aussi porteur de projets et tout ça. Alors, il a fallu s'adapter. Et au final, maintenant, on est sur une vraie collaboration. C'est-à-dire que on va vraiment s'enrichir et se nourrir l'une l'autre. Alors, je parle d'une parce que j'ai une cadre, hein, mais on va vraiment se nourrir l'une l'autre pour justement être très complémentaires et avoir plus de force pour porter un projet. Après, dans cette question IPA cadre de santé, il y a la question de l'évaluation, bien sûr, c'est-à-dire qui nous évalue? Est-ce que c'est le cadre qui nous évalue? Est-ce que c'est le cadre de pôle qui nous évalue? Est-ce que c'est la direction des soins qui nous évalue? Donc voilà, il y a toutes ces questions qui peuvent venir un peu cristalliser les relations. Mais là encore, humilité, communication, explication et normalement, ça le fait.
Et puis, alors moi, je suis un petit peu aussi comme Virginie, j'ai de la chance d'avoir une cadre de pôle qui est extrêmement bienveillante, parce que moi, j'ai eu du mal, par exemple, quand je suis arrivée à appréhender les rouages de l'institution. Qui fait quoi? Comment on communique? Et à chaque fois que je communiquais sur quelque chose, j'oubliais toujours quelqu'un. Enfin, c'était un vrai bazar. Je te fais sourire, Virginie, je pense qu'il y a du vécu, c'est ça? C'était un vrai bazar. Donc, du coup, la cadre de pôle a été comment dire, a eu un rôle vraiment majeur dans l'explication du fonctionnement de l'institution, dans me dire, bah, voilà, dans me guider aussi et dans m'aider à me faufiler sur ces chemins pour que maintenant, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais au final, humilité, communication et ça le fait. Mm. Romain, Moi, j'ai quasiment la même chose que Cathy. Pourtant, c'était 2 ans après. Donc je pense que pendant plusieurs années, hein, ça va être encore, et on va encore avoir des ajustements, encore, des personnes qui, ne connaissent pas, la pratique avancée et donc il va falloir expliquer. Et pour moi, je rajouterais à ton humilité, communication et réponse aux besoins. Parce que, en fait, les cadres de santé répondent à certains besoins du service et l'IPA, peut répondre à d'autres, besoins, donc cliniques, bien sûr, parce que c'est la chose sur laquelle on va pas, se marcher dessus. Mais sur les idées de, ce qui avait été, comme crispation au début, c'est sur tout ce qui est, formation des infirmiers, analyse des pratiques et cetera. Bah, au final, une fois qu'on se met d'accord sur est-ce qu'il y a des besoins déjà, est-ce qu'il y en a pas et qui s'occupe de quoi et à ce moment-là, il y aura pas de souci. Mais bien sûr qu'il y a des a priori et en fait, il n'y a pas que des a priori, du côté, des cadres. Il y a aussi des a priori de notre, côté, des craintes de notre côté qu'il faut savoir aussi, ben, déconstruire et puis travailler avec les personnes qui le veulent bien. Après, il y aura toujours des difficultés de personnalité qui ne matchent pas. Bah, ça, qu'on soit cadre, IPA, médecin, infirmier, enfin, en fait, c'est la même chose pour tout le monde. Et bizarrement, on est tous les 3 à avoir eu un peu de chance et avoir un encadrement de pôle. Moi, au début, qui ne comprenait pas ce que c'était qu'un IPA, qui ne voulait pas d'IPA parce que les urgences psychiatriques, c'est pas des pathologies chroniques stables. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Et qui aujourd'hui, dès qu'elle a une sollicitation, me transfère les mails, quoi. Mais pardon, Olivier et je rejoins Cathy sur l'idée de nous, on est vraiment au début pas formés aux interventions, institutionnelles. Quand tu dis: «Tu oublies telle personne dans tes copies de mails et cetera, que tu te prends une soufflante, la semaine d'après», bon, bah, je crois qu'on va tous y passer, hein. j'allais lire le commentaire de Sabrina Bago qui disait: «Bonsoir, je vous rejoins complètement sur le positionnement, l'humilité en tant qu'hyper en CMP, s'adapter, faire le dos rond sans être une carpette». Voilà, ça pourrait faire un beau slogan. Merci Sabina. Bon, mais on peut conclure tranquillement en vous remerciant vraiment de. Tu as coupé ton micro, Olivier, on t'entend plus. C'est pas mal. Je sais pas où j'en étais, mais bref. Non, donc on va conclure en vous remerciant déjà tous les trois d'avoir témoigné, présenté votre travail, votre parcours, puis également tous les participants, puisqu'on était au plus fort 35 ce soir, donc c'est très chouette. Ouais, merci à tous de faire vivre ces rendez-vous. Sans vous, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on est vraiment content de voir un peu que ça prend et que ça intéresse. Et donc voilà, je laisse peut-être Jennifer et Alex conclure.
J'ai vu là défiler dans le chat quelqu'un qui demandait s'il était possible d'avoir le PowerPoint qui a été diffusé. Je ne sais pas si c'est OK pour vous. Moi, c'est OK pour moi. Virginie, Cathy, c'est bon pour vous aussi? Je sais pas si j'ai le droit de le mettre dans un chat comme ça, mais pas de souci. Non, mais de toute façon, comme Il va le... être enregistré. Merci beaucoup, ça a été enregistré, ça va être sur le YouTube. Alors, Après en termes de timing de diffusion, oui, oui. on a un petit peu de retard sur les. On a nos, on a Donc, nos propres en revanche, peut-être que ce qu'on peut faire, comme vous êtes tous inscrits sur initiative psychiatrie à Gmail, peut-être qu'on peut le faire passer par. Enfin, comme on vous a envoyé le lien pour le Zoom, peut-être que vous pouvez nous envoyer le document et puis nous, on le redistribue aux gens qui étaient inscrits ce soir. Ça peut être, si vous êtes OK avec ça. Alors, c'est intéressant, il y a Anne-Sophie pour Chaise qui demande quelle chaîne YouTube. Donc, voilà, on a tous nos difficultés institutionnelles. Moi, c'est le fait de poster les vidéos sur la chaîne YouTube et je vais le faire. C'est vraiment promis. Oui. Et du coup, le nom de la chaîne, Alex, c'est C'est IPSI YouTube, je crois, tout simplement. Mais pareil, on pourra vous l'envoyer. On fera un mail où on vous mettra, des différentes informations. En fait, on essaye de publier sur YouTube les rendez-vous IPSI. On a du retard, mais bon, voilà, on essaye de s'améliorer. J'ai vu, alors pour être averti des prochains rendez-vous, j'ai vu qu'il y avait la question qui était posée. On les diffuse beaucoup. Moi, j'informe pas mal à travers Twitter. Après, effectivement, l'idée, là, on y travaille, ce serait à chaque fois qu'on a des inscriptions, de garder les adresses des gens qui s'inscrivent et réinformer. Ça demande énormément de taf, donc on n'est pas toujours au tip-top. Mais par contre, si vous êtes Twitter, vous pouvez tout à fait vous mettre soit sur Initiative Psy, soit sur mon Twitter, parce que là, Initiative Psy, le Twitter bug un peu, là. En gros, pour tout vous dire, je n'arrive plus à me reconnecter dessus, mais je vais finir par y arriver. Mais concernant, vous pouvez aller sur Alex NLM, autrement, je vais vous le mettre. Là, généralement, de toute façon, je diffuse un. Et je voyais aussi Quentin Huguet qui disait le premier rendez-vous d'une longue série. C'est à vrai dire le 4e ou 5e rendez-vous dont on l'espère une longue série. Mais voilà, il y a déjà eu des rendez-vous sur la thérapie multifamiliale, des rendez-vous sur le travail des mots bleus. Il y a Hélène qui est toujours avec nous, qui a aussi présenté le travail qu'elle a fait au Funambule. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée parce que c'est vrai qu'on n'a même pas présenté l'association, mais l'idée d'Initiative Psychiatrie, c'est de faire se dialoguer et se rencontrer usagers, familles et professionnels de santé mentale autour de grandes questions, d'interrogations pour essayer de définir à terme un socle commun qui nous réunirait tous. Voilà, donc c'est en construction comme association. On est en attente et en demande d'aide, d'ailleurs, par ailleurs. Et si des gens veulent s'investir dans ce projet, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer un mail. On serait ravis de recevoir des idées de webinaires, de rencontres, etc. Donc, voilà. Et l'idée, c'est de à terme devenir un peu un lieu de rencontre entre ces différents pôles de la psychiatrie, à savoir le cœur de la psychiatrie, les usagers, ce qui gravite autour les familles et puis ceux qui veulent un peu être au service des usagers, les professionnels. Donc voilà, et vraiment, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des réflexions. Et donc, on essaye de tenir le rythme d'un rendez-vous par mois. On vous tiendra au C'est le 19 avril le prochain, mais on n'a pas encore le thème. Voilà. Mais on a déjà la date. Alors, je voyais aussi passer pour les directives anticipées, je suis complètement d'accord avec Anthony, à savoir qu'actuellement, on travaille sur une journée de réflexion en présentiel, ça aura lieu à Paris. Donc ça, c'est calé pour le mois a priori d'octobre, on y travaille. Et le thème sera le consentement. C'est un thème qui est très large, qui draine énormément de questions. Donc, on a commencé un petit peu à y réfléchir, à savoir qu'on a déjà fait une première journée en présentiel et on n'a pas du tout envie que ce soit quelque chose de magistral,
mais quelque chose de partagé. Donc, la première réunion qu'on avait fait comme ça sur une journée, on avait créé des ateliers de co-construction où personne était étiqueté, usagers, famille, médecin, on s'en fichait, on était tous pas dans de la verticalité en tout cas, et où on travaillait sur des thèmes et après des questions, et après on avait une personne de chaque groupe qui faisait un petit peu le compte-rendu de ce qu'on avait travaillé pour des mises en commun, et ça a pu quand même déboucher sur des idées ensuite sur les rendez-vous d'IPSY et des rencontres surtout, parce que je pense qu'on essaime les choses en se rencontrant, et on a à cœur de pouvoir de nouveau faire ça, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on a été pas mal freiné aussi. Mais là, l'idée, donc pour le mois d'octobre, on pourra vous tenir au courant là-dessus aussi, c'était justement de travailler la question du consentement. Et donc, l'idée, effectivement, des directives anticipées. Donc, ça serait l'idée de partager les pratiques, les idées, etc., et de les essaimer. C'est ça, en fait, nous, on a à cœur d'essaimer. Je crois que le socle aussi d'initiative psychiatrie, c'est de sortir un peu de la plainte. Parce que c'est vrai que quand on parle de la psychiatrie, on en parle beaucoup à travers la plainte. Il y a de quoi se plaindre, mais il y a aussi de quoi se réjouir de beaucoup de choses à travers beaucoup de personnes qui avancent malgré tout au niveau des pratiques. La preuve, ce soir, c'est quand même super enthousiasmant d'entendre ça. Et notamment, on a eu aussi l'occasion de présenter des structures autour de la question du rétablissement, de la réhabilitation psychosociale, etc. On a d'ailleurs eu pour les Nantais le CRESERC qui était là. On a eu l'unité Jean Maviel de Montpellier sur le rétablissement de la schizophrénie. Bref, donc en fait, on ne se limite pas que à la question du soin, mais c'est santé mentale en général, puisque les mots bleus que je vous conseille, si vous ne connaissez pas ce podcast, vous allez voir. Donc, on prend les idées, et si n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous si cette journée en présentiel vous intéresse. Plus on sera nombreux, mieux c'est. Et parlez-en autour de vous, autant aux usagers qu'aux familles, qu'aux professionnels, etc. C'est pas... Sans distinction d'orientation, puisqu'on connaît les guerres de chapelle qui existent dans le monde dans la psychiatrie. On est au sein du bureau tous d'orientation différente. Voilà, je suis plutôt d'orientation psychanalytique. Noël, il est systémiste. Enfin, voilà, vraiment, il y a et on travaille tous avec en même temps le rétablissement en tête. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se retrouver justement avec les différences qu'on peut avoir et d'en faire une force pour définir les points communs qu'on peut retrouver, et on travaille tous dans le même sens, à savoir voilà, et permettre à des personnes en souffrance psychique de trouver une place, et d'autant que le pont qui existe entre professionnels de santé et usagers de la psychiatrie est parfois ténu. Et vraiment, c'est aussi l'idée qu'on aime faire passer, c'est qu'il y a ce différentiel qui est parfois fait par la parole, et en même temps qui parfois est pas si clair quand on y réfléchit. Il y a ça, et puis il y a le fait aussi que dans l'association, on a aussi des gens qui ont les deux. Il y a des personnes qui sont à la fois concernées et à la fois professionnelles de santé. Donc, c'est aussi une grande richesse, et ça donne une ouverture. Et sur le travail de la déstigmatisation, c'est super important. Voilà, donc en gros, ce à quoi on aspire, et venez. Je ne sais pas si on vous a donné envie d'être plus curieux, mais n'hésitez pas, même si c'est juste pour discuter. Voilà. Après, si vous avez envie de construire avec nous, alors là, avec bonheur. Avec bonheur. Bon, merci. Voilà. On va peut-être laisser passer un petit peu les examens pour les étudiants IPA de Nantes. Là. Et puis, Comment ça Comment non, ça, et vous puis voulez pas faire on remercie Yves-Antoine en tout cas pour l'invitation. Il nous a fait court la semaine dernière, et du coup, super. ça nous a Grâce à lui permis qu'on en est tout là. cas de venir en nombre ce soir. Merci Virginie. Merci Yves-Antoine. Je vais en tenir compte pour l'évaluation de mardi. Ouais, merci. Ah, ouais, c'est okay. chaud. T'as noté les noms, c'est bon? Juste une dernière chose. Pardon, comment? Oui, alors, je vois Fred qui met un dernier message dans le chat qui dit: j'aimerais bien qu'on discute de la pratique, de l'intérêt des clubs thérapeutiques dans un de nos prochains rendez-vous IPSY. Fred, on s'écrit cette semaine pour organiser ça vraiment avec grand plaisir. On peut le mettre en place relativement rapidement, d'autant qu'on n'a pas de
rendez-vous pour le prochain. Donc, ça peut être même une idée. On s'en parle vraiment cette semaine sans faute. Fred faisant partie du CA d'initiative psychiatrie, comme Hélène Daftian, on les remercie vraiment d'être là ce soir aussi. Voilà, écoutez. Merci à vous tous, c'était un plaisir. Et puis j'espère que de toute façon, quand on va le mettre en ligne, ce rendez-vous, on va bien le faire passer. Je suis déjà en train d'envoyer le fichier de présentation ce soir et le lien de la chaîne YouTube. Merci beaucoup. C'est notre super secrétaire. Non, mais merci beaucoup à Romain d'avoir été super réactif et de l'avoir déjà envoyé. Donc ça y est, c'est déjà en train d'arriver petit à petit. Donc, prenez tous bien soin de vous en cette période mouvementée. Et puis, merci beaucoup à Romain, Cathy et Virginie. Et on va continuer à essaimer en diffusant largement. Ouais, merci à vous. Avec plaisir. Et puis, bon courage pour les étudiants, là, pour les, les examens. Au revoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.